je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui, c'est un peu le bon sens. Ça me paraît, tout le monde dit, au XXIe siècle, parler de bon sens, c'est pourtant une évidence. Pas du tout, pas du tout. Vous allez voir, je vais vous donner 3 exemples qui vous montrent que le bon sens est mis à mal. Alors, s'il était mis à mal en dehors du milieu scientifique, on ne serait pas trop triste, il a toujours existé. Mais on s'aperçoit que même dans le milieu scientifique, ou tout ce qui tourne au milieu du scientifique, et l'interprétation dans certains médias de ce qu'est le monde scientifique, ou comment les scientifiques devraient penser, si jamais ils ne voudraient pas, c'est tout important. Il y a des gens spécialistes de l'opinion dans les médias, de ce qu'il faut penser, comment on doit penser, raisonner. Si vous écartez du chemin, vous avez parfois des ennuis, parce qu'il y a des espèces d'ayatollahs qui sont très... Alors, je vais prendre 3 exemples. Un peu plus long, qui me tient à cœur, parce que j'ai une passion pour l'eau de Javel, pour ceux qui connaissent mon parcours scientifique. Et puis un deuxième exemple, qui est très court, mais vous verrez, il est directement relié au panneau d'affichage, la banderole qu'il y a sur le Capitole à propos des lignes de LGV. Mais moi, je l'utilise dans un sens un peu différent. Et puis le dernier, ce sera sur l'expérimentation animale dans les laboratoires. Et là, il y a de quoi s'inquiéter sur l'évolution de la législation européenne et de la façon dont le Parlement européen va être saisi et a déjà commencé à saisir de ce problème de l'utilisation des animaux dans les laboratoires, en particulier pour recherche de candidats médicaments. Alors, je vous rappelle que le bon sens est tout de même déjà évoqué depuis longtemps. Je fais appel aux grands anciens. Voilà. Bossuet. Il y a longtemps qu'on n'a pas lu Bossuet, c'est plus à la mode, comment dire Bossuet. Je pense que même chez Gilbert, le rayon de Bossuet doit être assez réduit. Alors, le bon sens qui est le maître de la vie humaine. Discours sur l'histoire universelle. Je reste dans le même siècle, je suis pour le bon sens et ne saurais souffrir les ébullitions du cerveau du marquis de Mascarille. Molière. Pour Molière, le marquis de Mascarille, ce n'était pas quelqu'un de très... Relisait l'école des femmes, et vous comprendrez que c'était pas tout à fait sympathique sur les petits marquis, qui existent encore, il n'y a aucun problème. Molière n'aurait plus de difficulté à trouver les petits marquis. Et ça, c'est ma préférée. Moi aussi, on a des goûts, voilà. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si c'est Montesquieu. C'est Montesquieu, j'aime les paysans. Ils ne sont pas assez savants pour raisonner au travail. Voilà, c'est dans les pensées. Alors, pas les pensées de Pascal, mais Montesquieu avait également des pensées. À l'époque de Montesquieu, les pensées, c'est simplement le petit carnet sur lequel on notait des choses en disant il faudrait que je réfléchisse à ça. Voilà, c'était les pensées de Montesquieu. Section 8 est dans la catégorie variété. Pas au sens 21e siècle du terme, mais au sens de choses diverses, faits divers. Voilà. Alors, le premier exemple sur le bon sens, c'est l'épidémie de choléra en Haïti. Haïti a été confronté à une terrible catastrophe qui était un séisme extrêmement puissant, qui c'est des passages dont je vais vous parler. Je vais vous parler de ce qui s'est passé à peu près 10 mois après le séisme. Il y a une épidémie de choléra, et une épidémie de choléra, normalement, au XXIe siècle, depuis le XIXe siècle, depuis l'époque où on sait que le choléra, ce n'est pas les miasmes qu'il y a dans l'air, mais c'est un certain nombre de microbes, ou des choses comme ça, un vibrion, on fait des choses, et bien il a fallu 6 ans à l'ONU, qui est une institution qui devrait être remplie d'intelligence, que des cerveaux intelligents vont à l'ONU. Ça devrait régner d'intelligence. 6 ans pour reconnaître qu'en fait, l'origine de l'épidémie de choléra à Haïti, c'est tout simplement des soldats casque-bleus népalais qui ont apporté le choléra en Haïti. On va voir comment ça s'est passé. Et l'ONU n'avait pas envie de reconnaître ça pour des raisons qui sont un peu compliquées et qui tiennent souvent plus du non-dit que du dit. Et au niveau de l'ONU, au niveau de l'OMS, c'est un petit peu inquiétant de savoir que le non-dit a plus de poids que le dit et que l'existant est la chose écrite. Alors,
les soldats népalais étaient dans un camp de la haute vallée de l'Artibonite. L'Artibonite en Haïti, c'est la rivière principale qui donne à peu près de l'eau potable et qui irrigue les rizières du pays Haïti, et de l'eau potable à peu près 70 à 80% de la population haïtienne. Il n'y avait jamais eu de choléra en Haïti, et la source d'eau potable, on va à la rivière pour avoir de l'eau, pour laver les légumes, pour faire sa lessive. J'ai jamais eu trop de problèmes parce qu'il n'y avait pas de choléra. Bien, alors, pourquoi une épidémie de Tahiti? Comment et pourquoi on a mis 6 ans pour reconnaître cette épidémie? Eh bien, vous allez voir que les fondamentaux de la gestion des eaux usées ont été non respectés en Haïti et par des soldats, un bataillon, un demi-bataillon de soldats népalais qui normalement étaient là sous pavillon de l'ONU, avec des médecins militaires et des gens qui devraient expliquer qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas. Alors, la chose qui ne se font pas, c'est il y a le tremblement de terre, ça on n'y peut rien, c'est 300 000 morts, les secours internationaux arrivent, Haïti, vous vous souvenez tout de même de ce qu'a été l'engouement pour Haïti, des milliards de dollars sont déversés sur Haïti. Bon, 80% sont partis dans les caisses de gens qui disent qu'il fallait que c'est bon. Il n'en est pas resté tant que ça sur Haïti. Il y a eu un flux. Les Américains ont été extrêmement généreux. Tout le monde est venu à ce moment-là. Il y a eu le président Clinton, toutes les stars d'Hollywood sont venues en Haïti, toutes les organisations non gouvernementales sont venues en Haïti. Donc Haïti a été entouré par tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait des casques bleus qui existaient déjà, parce que depuis une quinzaine d'années, l'instabilité politique d'Haïti fait que l'ONU, c'est une habitude. Haïti, depuis 1805, a dû connaître à peu près 40 révolutions, et il y a eu pendant 30 à 40 années, à partir de 1920, toujours une permanente militaire américaine qui considère que Haïti doit être stable. Voilà, et comme ça, il n'y a pas eu de stabilité politique. Ensuite, il y a eu des épisodes avec des dictateurs, les tontons Maco, tout ça. La démocratie en Haïti, c'est un peu difficile à faire fonctionner. Mais en 2010, ça ne marchait pas si mal que ça. Le président Préval arrivait à avoir une cohérence politique avec les différents partis haïtiens. Mais toujours est-il qu'il y avait en permanence une force de l'ONU, voilà, ça c'est le petit nom jargon onusien, qui était là, et après, au moment de la catastrophe, les États-Unis envoient les Marines, les troupes d'élite américaines, pour être sûr que tout se passe bien, des fois qu'il y ait des choses. Alors, on a à peu près 10 000 GI, 10 000 marines américains, on a à peu près 10 000 soldats de cette force de l'ONU, et il arrive quelque chose qui n'était pas prévu, c'est que les tinettes de ces soldats népalais dans ce haut village de la haute vallée de l'Artibonite, eh bien, quand on a le choléra, on n'est pas censé mettre des tinettes dans la rivière. Et c'est ce qui se passe. J'utilise le mot tinette, c'est un vieux mot qui n'évoque plus grand-chose actuellement à l'époque du Toutalébou, mais les tinettes, dans une armée normale, bien encadrée, on gérait les tinettes. On gérait l'eau potable. Il n'y a pas eu une épidémie de choléra à Verdun pendant 10 mois de la bataille de Verdun. On a réussi à donner de l'eau potable à cela, on a réussi à gérer ce certain nombre de choses. Alors les tinettes en général, chez les militaires, ça consiste à les mettre à un endroit où elles ne vont pas dans la rivière, et puis on mettait traditionnellement du crésol. Fini. Le crésol, c'est un produit chimique. On est au tout naturel au XXIe siècle. Donc, naturellement, les tinettes, on les met dans une cuve. Mais quand la cuve déborde, parce que personne ne s'en occupe, eh bien, le chauffeur du camion, un camion, il y avait à peu près 15 000, 10 000 litres dans des tinettes, mais les 10 000 litres sont passés d'un seul coup dans la rivière. Voilà. Ah, très bien. Alors, ça fait beaucoup de millions de choléra d'un seul coup, et ça déclenche une épidémie de choléra foudroyante. Voilà. Bon. Alors, la première chose qu'a fait l'ONU, c'est de dire « Ouh, ça vient de la mer. Ça ne vient pas de la rivière. »
Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas bien tout de même que les soldats connus soient impliqués dans une épidémie de choléra. Il n'y a pas d'immunité pour le choléra, c'est une population qui n'avait jamais été exposée au choléra. Et le fait que l'Artibonite serve de source d'eau potable pour les 80% de la population haïtienne, ça a été une catastrophe. Donc, beaucoup de morts, ça a été rapide, assez foudroyant, mais il y a eu, dès le début, dès les premiers jours, un refus d'essayer de comprendre les choses. Alors, l'épidémie de choléra se propage assez vite. Des centaines de milliers de personnes ont été touchées. Officiellement, selon l'OMS, de 10 000 morts. Ça, c'est les morts décédés dans les hôpitaux. C'est les morts officiels. Les morts non officiels, c'est ceux qui décèdent chez eux. Et là, quand vous discutez avec les médecins épidémiologistes du terrain, je citerai un nom tout à l'heure, maintenant, qui est le docteur Pierre Roux, de l'hôpital de La Timone à Marseille, qui a été sur le terrain très rapidement et qui est un des meilleurs épidémiologistes sur le choléra dans le monde. Il me dit en privé que, en fait, il faut multiplier le chiffre par 5, entre 40 et 50 000. Voilà. Bien. Première chose, c'est qu'une armée ne sait plus traiter ses tinètes. On est naturel, plus de produits chimiques, directement dans les guerres. Le savoir-faire médical de base a disparu. Ce bataillon de soldats népalais, normalement, par bataillon, il y a au moins un médecin militaire. Et les médecins militaires, avant, ils savaient gérer ces choses-là. Là, apparemment, on ne sait plus gérer. Et puis, il y a aussi des choses qui ne sont pas dites et qui font partie maintenant des choses à discuter 6 ans après, c'est que quand vous avez une épidémie de choléra et que vous avez une population qui n'a pas l'eau potable délivrée à un robinet avec une vérification par un groupe industriel qui vous donne de l'eau potable de qualité, qu'est-ce que vous faites? Vous distribuez des pastilles de chlore. Les pastilles de chlore, c'est l'hypochlorite de calcium en pastilles. Vous mettez un peu d'eau de javel. Oh, les Népalais, ils sont tout de même précipités dans les supermarchés autour de Meillet pour récupérer de l'eau de javel pour chlorer leur eau. Mais la population, il y a même eu des communiqués de l'OMS disant, 3 à 4 jours après le début de l'épidémie, we have to postpone chlorination of water. Pourquoi? Il fallait repousser la chloration de l'eau. C'est parce que la chloration de l'eau, depuis l'action célèbre de Greenpeace dans les années 80, est considérée comme la chose dangereuse. Si vous chlorez de l'eau et qu'il y a des méthylcétones qui sont dans l'eau, ça va faire des produits chlorés, méthylés qui sont cancérigènes et qui pourraient faire qu'il y ait un peu de cancer. Bon, si vous avez de l'eau potable, vous, à Toulouse, et que dans le premier litre est encore potable, alors que vous avez quitté votre maison pendant 8 jours, c'est parce qu'il y a un peu de traces de chlore. Même si vous avez un traitement à l'ozone, si vous avez des traitements merveilleux qui ne donnent pas de goût de chlore, il faut un peu chlorer l'eau pour qu'elle reste potable dans le tuyau qui arrive jusqu'à votre robinet quand vous allez voir. Ça, c'est un petit miracle qui se passe, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire que c'est trop chloré. Un petit peu, à Paris, c'est un peu plus chloré qu'à Toulouse, et ainsi de suite, parce que la chloration et les produits chlorés sont dangereux. Bon, la première source de produits chlorés, c'est les incendies de forêt. Vous ne pouvez pas imaginer combien de dioxines sortent des incendies de forêt. Mais bon, ça ne faut pas dire non plus, tout ça, c'est pas grave. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a eu une épidémie de choléra dans les années 80 au Pérou. Greenpeace avait gentiment dit qu'il suffisait de prendre des jus de citron pour mettre dans l'eau, puis ça allait calmer le choléra. Il y a eu 8 000 morts ici. On aime bien faire des expériences comme ça, et on se retrouve avec le fait qu'avant de chlorer, eh bien, on a laissé l'épidémie se développer. On aurait chloré rapidement, on aurait distribué les pastilles de chlore, l'épidémie de choléra se serait rapidement effondrée, et il n'y aurait pas eu 10 000 morts. Donc c'est une manip en temps réel sur une population de plusieurs millions de personnes, et on vérifie que l'absence de chloration donne des morts. S'il y avait une industrie chimique qui se bûchait un peu, une industrie chimique qui se permettait de faire ça, vous imaginez un peu. Bon, d'accord. On a eu Bhopal, mais c'était autre chose. Alors voilà ce qui se passe. Alors, l'épidémiologie sur le choléra est une histoire absolument extraordinaire dans la médecine. Il y a eu des épidémies de choléra
au XIXe sièle en Europe. En Angleterre, à Londres, 1832, 6500 morts. 1832, la même année à Paris, 19 000 morts. Casimir Périer est mort du choléra. Bon. L'épidémie de choléra de 1954 a permis à M. John Snow de faire la première étude épidémiologique sérieuse sur le choléra. Lui considérait que le choléra venait de l'eau. Tout le milieu médical de l'époque considérait que le choléra, c'était des miasmes. Des miasmes, dans l'air. Donc on ne peut rien faire. On ne peut pas lutter contre les miasmes. Mais Snow considérait que ça venait de l'eau. Et il avait regardé quel était, en quelque sorte, le premier patient, le premier malade. Donc vous remontez la chaîne, faites une enquête de type policière, et vous cherchez à savoir d'où vient. Il s'est aperçu qu'il y avait une pompe. Voilà le modèle de la pompe. Je ne sais pas si c'est la pompe. Elle est toujours à Londres. Hein. Elle est dans une rue qui est maintenant dans Wall Street, le quartier de Soho. Et cette pompe était la source de l'eau infectée. Qu'a fait Snow? Il a enlevé le bras de la pompe de façon à ce qu'il n'y ait plus de pompage dans une nappe qui était infestée par le vibrio choléra. Et l'épidémie s'est arrêtée. Si vous relisez la presse de l'époque, Snow était considéré comme un malade qui allait chercher dans les égouts l'origine du choléra. Il avait raison. C'est la plus belle étude épidémiologique qui a été faite au XIXe siècle. Depuis cette époque-là, dans toutes les facultés de médecine du monde, on apprend aux étudiants en médecine à traiter des problèmes d'épidémiologie. Et ça marche. Voilà. Bien. Eh bien, on a oublié ça, parce qu'en Haïti, on a eu beaucoup de discussions pour savoir quelle était l'origine de l'épidémie. Dire que ça venait des soldats népalais, c'était pas bon pour l'ONU, parce que juridiquement, l'État d'Haïti est actuellement en train de discuter avec l'ONU en disant « Vous nous avez amené le choléra, on a eu 10 000 morts, on a eu des problèmes, et maintenant, juridiquement, vous allez nous dédommager. » Donc, il y a une discussion dont vous n'entendez pas parler dans la presse française. La presse française ne s'intéresse pas à ce problème-là. Il faut aller dans la presse anglo-saxonne pour avoir un peu d'informations. Donc le problème du choléra, et puis après il y a les discussions. Alors, Valérie Lamotte, spécialiste du réchauffement climatique, et il y a une théorie qui était très à la mode il y a une quinzaine d'années, un peu moins maintenant, c'est quand vous regardez dans les rivières, dans les eaux des océans, sur certains mollusques, il y a des vibrillants du choléra qui sont attachés, mais qui ne sont pas très pathogènes. Mais ils sont là. Alors, il y avait une personne qui était une membre de l'Académie des sciences américaine, Rita Colwell, s'était aperçue de ça. Elle a mis en plein débat sur le climat. Et là, il y avait un argument. Le choléra en Haïti, c'est le réchauffement climatique. C'est le vibrion du choléra qui remonte et qui arrive, hop, et remonte à la rivière. Alors, il y a même eu des articles dans PNAS, National Academy of Science, vous expliquant que les cartes d'épidémiologie, ça remontait de la mer pour aller vers le village Meillé où il y avait les Népalais. Manque de peau, la génétique est là pour arriver au secours des scientifiques. Le vibrion qui a causé la mort de 10 000 personnes au minimum en Haïti, à une masse près, c'était celui qui venait du Népal. Donc, bon, la génétique était contre le réchauffement climatique. Voilà, il a fallu tout de même beaucoup d'articles. Renaud Piarot, qui a commencé à publier, a eu beaucoup de difficultés à publier quelques articles dans Lancet. L'éditeur a dit non, c'est le réchauffement climatique. Enfin, intéressant. Il faut se méfier en science des idées dogmatiques. Ça vous aveugle, il y a des modes, c'est très chic de parler du réchauffement climatique, tout le monde a envie de parler du réchauffement climatique, tout est lié au réchauffement climatique, et il y a un moment où il faut réfléchir. Arrêter de se laisser bercer par les slogans et de dire, voyons ce que c'est. Alors là, pour le choléra, la réponse est la génétique qui l'a donnée. Merci pour les généticiens. Ça a été confirmé par plusieurs laboratoires, y compris des laboratoires américains, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette histoire-là, le CDC, Control Disease Center aux États-Unis, qui est une institution extrêmement sérieuse, avait failli basculer dans l'histoire du réchauffement climatique. Ils se sont repris. Mais enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant en Haïti? Mais il reste à faire ce qu'on a fait en Europe. En Europe, on s'est débarrassé du choléra au 19e et au 20e siècle, avant l'arrivée des antibiotiques. On a fait quoi?
La théorie hygiéniste du 19e siècle, dont tout le monde rigole actuellement, parce qu'il ne faut pas parler d'hygiénisme, ça fait old-fashioned, ça fait un peu ancien, et ainsi de suite. Ça consiste à avoir un réseau des eaux usées séparé du réseau de distribution d'eau potable. À Londres, après l'épidémie de choléra du milieu du 19e, et à Paris, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des égouts, des grandes constructions d'égouts. Et puis on amenait de l'eau potable à Paris, ça venait de la bière, qui n'était pas polluée, plus un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'il y avait des sources, on essayait d'avoir des sources protégées. Maintenant, c'est pas grave, on a un robinet qui vous donne de l'eau un peu chlorée qui est potable, et on a de l'argent pour aller acheter les bouteilles d'eau sans aucun problème. Voilà. Alors, je pense qu'il faut tout de même, pour Haïti, au lieu d'envoyer que des casques bleus, maintenant les casques bleus vont être retirés. Dernière nouvelle, le nouveau secrétaire général de l'ONU considère qu'il faut peut-être vacciner contre le choléra et enlever les casques bleus, parce que ça ne sert plus à grand-chose. Les Haïtiens peuvent se débrouiller eux-mêmes. Il faut de l'eau propre en Haïti. Comptez les milliards qui ont été déversés sur Haïti au moment où ils sont repartis pour il n'y a plus d'évaporation sur les milliards de dollars, il y aurait eu de quoi à construire un réseau d'eau usée et de l'eau potable. Et je pense que les Haïtiens aujourd'hui, avec ces milliards, ils auraient de l'eau potable, ils auraient moins d'ennuis avec le choléra. Parce que maintenant le choléra est un peu dans la rivière, l'Artibonite, et à chaque fois qu'il y a des pluies et des choses comme ça, il y a une poussée de choléra, et ça pose problème. Donc, voilà. Je me suis permis de faire un petit billet d'humeur dans les Échos au mois de décembre dernier, et j'extrais de mon billet d'humeur la phrase suivante, c'est que si les intervenants extérieurs avaient dû boire la même eau que les Haïtiens, je pense que le problème de l'eau potable aurait été réglé en Haïti. Toutes les troupes arrivent avec leur eau, ou leur système pour filtrer l'eau, les ONG arrivent avec leur eau, et le système pour filtrer l'eau, et les Haïtiens se débrouillent avec l'eau polluée, et les bouillons du choléra. Voilà. Là, le bon sens a été mis à la porte, et c'est dommage. D'où je tiens ces informations? D'abord parce que je m'intéresse à l'eau de Javel, et puis je m'intéresse à deux livres. Un livre qui a été écrit par un jeune reporter américain qui était représentant de l'Associated Press au moment où il y a eu le tremblement de terre. Il est resté 10 mois sur Haïti. Il a vu tout. Il a vu l'épidémie de choléra. 48 heures après les premiers morts, il était déjà au camp des Népalais à Meillé et en train d'interviewer l'officier de service en lui demandant s'il y avait des problèmes de diarrhée. Il a dit non, il n'y a pas de diarrhée, rien, tout va bien. Il avait des photos du camion qui a versé des tinettes dans la rivière et tout. Voilà. Alors personne n'a cru, tout le monde ne s'est pas intéressé. Il en est tout de même beau sur le patate. Et il a vu aussi how the world came to save Haiti and left behind a disaster. Parce qu'il a vu tout cet argent gaspillé qui n'a pas servi à grand chose. On a fait des camps, après on a laissé les Haïtiens se débrouiller, ainsi de suite. Ça n'a pas été structuré. Il y a eu beaucoup de caméras pour suivre tous les hommes politiques, tous les stars d'Hollywood qui sont venus pour Haïti. Ça marchait. Quand il n'y avait plus de stars politiques et de stars hollywoodiennes, il n'y avait plus de caméras. Et donc les Haïtiens se débrouillaient sans eau potable. Voilà. Alors l'histoire du choléra, vue par un monsieur qui s'appelle Ralph Frerich, qui est un professeur émérite à UCLA. Il a toute l'histoire de Renaud Piarou, l'épidémiologiste français qui a fait tout le travail d'épidémiologie sur Haïti. Comme lui n'est plus en activité, il a une liberté de parole assez extraordinaire. Il raconte, et c'est très bien documenté dans ce livre, dont je vous recommande la lecture. Ce livre devrait être traduit en français. La traduction est presque finie. Il suffit de trouver un éditeur. Je ne suis pas sûr qu'on trouve un éditeur en France, mais on peut espérer qu'il y a un éditeur. Enfin, il est disponible en anglais. Il a été publié par Cornell University Press. Voilà. Deuxième exemple qui bouscule un peu mon sens. Comme tout citoyen, j'écoute un peu d'informations sur la campagne présidentielle. Bien. Moi, il y a une information qui m'a un peu secoué les oreilles, c'est qu'il y a eu un moment où on a parlé d'une promesse électorale qui impliquait un budget de 450 milliards. Et tout le monde discute de savoir, oh oui, est-ce que c'est bien, pas bien. Mais c'est pas personne ne se pose la question de savoir ce que c'est que 450 milliards.
c'est un problème, 450 milliards, parce que les millions, déjà, les dizaines de milliers, on n'est pas habitué dans ces ordres de grandeur. Si je vous demande quelle est la surface de l'Australie en kilomètres carrés, c'est compliqué. En France, on dit oui, c'est à peu près 500 000 kilomètres carrés, tout ça. 550 000, 552 000. Je donne trois chiffres significatifs, j'arrive jamais au-delà de trois chiffres significatifs, et l'ordre de grandeur, c'est la façon de raisonner. Mais c'est plus simple de dire, pour un appartement, si vous dites j'ai acheté un appartement de 50 mètres carrés ou de 150 mètres carrés, on voit bien qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, tout de suite ça, on comprend. Mais pour l'Australie, il est plus facile de dire l'Australie c'est 14 fois la France. Donc là on dit c'est un grand pays, en raison de la surface. Bien, donc il faut raisonner. Quand on est sur des grands chiffres, il faut se raccrocher à des comparaisons. 450 milliards, qu'est-ce que c'est 450 milliards? Alors moi j'ai une unité de compte, quand les chiffres deviennent trop grands, je prends le coût de construction d'une ligne de LGV. Alors vous avez vu l'affiche à Toulouse, vous avez une ligne de LGV. Pour aller de Bordeaux maintenant, Bordeaux va être desservi. Au mois de juillet, il y a le LGV, les TGV qui vont sur la LGV qui arrive à Toulouse, 2h10, 2h05 pour aller de Montparnasse à Bordeaux-Saint-Jean. Imaginez, les Bordelais, ils sont heureux. Les Toulousains vont attendre longtemps parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire les 220 km qui manquent. 20 millions d'euros, c'est à peu près le prix d'une ligne de LGV en moyenne. Entre 20 et 22 millions, 20 millions pour faire ça. Vous divisez 450 par 20 millions, vous arrivez à 22 500 km de LGV. Vous voyez que les 200, il y a de quoi payer les 200 km entre Bordeaux et Toulouse. Et puis ça, c'est tous les ans. Donc au bout de 5 ans de mandat présidentiel, vous avez dépensé de quoi construire 112 500 km de LGV. Puis le candidat suivant ne pourra pas revenir après faire le truc, on construira. Et là, vous vous dites qu'il y a tout de même quelque chose qui est à part. 450 milliards, ça ne peut pas fonctionner. Le pays n'a pas l'argent pour construire 22 000 km de LGV tous les ans. La dette de la France, 2100 milliards, tout le monde dit, c'est pas grave, on peut effacer, c'est pas un problème. Oui, mais ça, c'est 100 000 km de LGV. Donc si on avait utilisé tout l'argent de notre dette pour faire des choses utiles pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, on aurait de quoi faire de LGV entre Toulouse, Paris, tout ce que vous voulez. Donc on a fait autre chose. Mais on a la dette. Et la dette, c'est 100 000 km de ligne de LGV. Alors là, on sent bien tout de même qu'il y a un problème. Et je l'avais fait les échos, j'ai eu une chance. J'ai passé 2 papiers en 2 mois et demi. C'est aussi difficile que de publier dans Science and Nature. Et moi, il faut croire que le chef de rubrique a apprécié ce que j'ai écrit. J'en ai fait une 3e, mais sur le point de la drogue et du cancer, mais là, c'est pas passé, parce qu'on ne va pas parler de drogue en France. Alors, le titre de mon propos, c'était tout de même qu'il était urgent d'apprendre à compter aux hommes politiques. Je rencontre dans mes fonctions des inspecteurs des finances. Sérieux, pas des chimistes, des inspecteurs des finances. Genre, calculer la dette française en kilomètres de LGV, et en général, parce que c'est tout de même des cerveaux rapides, ils sont sélectionnés pour réfléchir vite, mais bon, ils n'ont pas toujours appris ce que c'est qu'un ordre de grandeur. Donc, c'est un peu difficile. Mais autrement, ils raisonnent vite. Et capacité à raisonner vite, y compris sur des choses fausses, mais de donner l'impression que c'est exact. Et vous leur demandez, et là ils sont perdus, parce qu'ils se rendent compte que 100 000 km de LGV, ça fait beaucoup pour la dette. Alors en général, ils enlèvent 2 zéros. Quelques milliers de kilomètres, je dis non, c'est 2000 milliards pour simplifier, diviser par 20 millions, tout de même, on peut y arriver, quoi, assez vite. Eh bien, ça pose problème. Voilà. Et alors, on m'explique que ce n'est pas un bon élément de comparaison, parce que à Sciences Po Paris, on n'enseigne pas l'économie et la dette comme ça, on parle de Keynes, de la relance par l'endettement. Donc, si on ne fait pas de relance par l'endettement, on est nul. Donc, je fais partie des nuls, mais moi, je considère que les 2000 milliards de dettes
seront durs à payer pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et si la France décide de faire un crack obligataire qui sera une période assez difficile à gérer. Dernier exemple, je voudrais vous parler des animaux de laboratoire, parce que faisant de la chimie thérapeutique, il m'est arrivé de faire des expériences sur des souris et de voir utiliser des souris pour voir si des molécules avaient une activité antipaludique. En Dromont, j'ai eu l'occasion de discuter pour des antibiotiques à l'époque où je m'intéressais à ça avec Palumette sur les souris. Il y a des modèles animaux très précis sur lesquels on peut regarder si une molécule est efficace ou pas. Vous infectez une souris avec un staphylocoque doré résistant à la méticilline, très rapidement la souris meurt, et si vous avez une molécule qui a une activité antibiotique, vous sauvez la souris. Voilà. Bien. Ça, c'est presque le passé. Quand on demande de faire des expériences sur les animaux, on vous explique que c'est fini. Le Parlement européen, qui est en avance, a déjà voté en 1992 une loi européenne qui s'applique à tous les États membres, ce qu'on appelle la traduction des lois européennes en droit local, interdiction d'utiliser des animaux de laboratoire pour tester des produits à activité cosmétique. Bien. Donc tout le monde a dit oui, parce que, voilà. Alors dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, il y a quelques milliers de molécules qui sont connues. Molécules toutes chimiques. Elles sont connues depuis longtemps, on sait si elles sont allergisantes ou pas, et donc on peut les mélanger pour faire des produits de beauté dans en général une enveloppe sérieuse, un flacon joli, et vous avez associé à ça une star hollywoodienne, et ça marche. Il ne faut surtout pas s'écarter de ces produits-là. Il y a des sociétés qui ont commencé à dire on va aller vers des produits naturels. Je ne vais pas vous donner le nom de la société, mais pour ceux qui connaissent les produits, pour réfléchir. On va faire des produits encore plus naturels. On va extraire des choses de pépins de raisin. Les pépins de raisin, c'est des produits, des anthocyanines, des trucs photoactivables, et ainsi de suite. Et si vous ne les avez pas testés sur l'oreille de lapin, parce qu'en général, on rasait l'oreille de lapin pour regarder si le produit déclenchait une petite allergie sur l'oreille de lapin. Et quand ça déclenchait une allergie sur l'oreille de lapin, on disait, n'utilisons pas ça chez les dames, les messieurs. Et là, non testé sur l'animal, mais testé directement chez la femme ou l'homme, les allergies. Alors, on met un peu moins de pépins de raisin, tout en faisant croire qu'on en met encore un peu pour dire que c'est naturel, que ça faisait marketing, et était très bien. Je ne donne pas le nom de la société. Ce n'est pas une société proche de Toulouse, mais proche de nous. Bien. Donc, pour les cosmétiques, la mode est de dire plus d'utilisation d'animaux de laboratoire. Soit on utilise les anciens produits, soit on n'utilise pas les nouveaux, parce qu'il y aura des risques. Et je ne vois pas les grandes sociétés de cosmétologie se mettre avec des nouveaux produits et en prenant des risques. Alors il y a la peau artificielle, il y a tout ça. Enfin, tester l'allergie sur une peau artificielle, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une peau naturelle. Bon, on en est là. Mais ceux qui ont réussi à dire au Parlement européen qu'il fallait stopper l'utilisation des souris et autres animaux pour tester les molécules pour la cosmétologie et l'industrie cosmétique, on dit la grande bataille, c'est pour les médicaments. Et là, ils se montent au créneau. Alors le Parlement européen, l'année dernière, a dit on va y réfléchir en 2018, peut-être 2019, peut-être qu'en 2018, le Parlement européen il va y réfléchir en 2020 ou 2025. Mais ça revient sur le tapis en 2019. Interdiction d'utiliser des animaux de laboratoire pour tester les candidats médicaux. Alors je vais vous dire tout de même que moi je pense que c'est totalement déraisonnable. Si jamais le Parlement européen faisait ça, il y aurait un problème. Et le problème, j'ai un argumentaire historique et juridique que je vais vous exposer. D'où vient cette réglementation actuelle de faire des expériences sur l'animal avant de passer un candidat médicament chez l'homme? D'où ça vient? Ça vient de l'histoire.
il y a eu des histoires, il y a eu des moments où il y a eu des erreurs. Et des erreurs qui ont été essentiellement graves. Alors, il y a toute une législation européenne actuellement, les fameuses guidelines, que ce soit en Europe, aux États-Unis, la FDA, la Food Drug Administration, est très stricte. Vous ne pouvez pas aller actuellement en clinique humaine avec une nouvelle molécule, un nouveau produit, sans avoir un dossier épais comme ça, ou épais comme ça, avec l'expérimentation animale. Bien. Ça a démarré avec le prontosile. Le prontosile, c'était un des premiers sulfamides, et en 1937, le prontosile venait de l'Europe, et les Américains n'avaient pas encore, c'était un nouveau pays, il n'y avait pas beaucoup de réglementation à cette époque-là. Et donc on faisait un peu ce qu'on voulait, et le problème du prontosile, pour se distinguer du concurrent, c'était de prendre le prontosile et de mettre un excipient qui soit différent de celui du concurrent. Et il y a une société qui a décidé que l'éthylène-glycol allait être un excipient intéressant. Non testé chez l'animal. L'éthylène-glycol, c'est de l'antigel. On met dans les radiateurs de voiture pour voir que ça gèle. Voilà. Alors, je vous donne le nom de la société, elle n'existe plus. Hein, il y a eu 105 décès. L'antigel n'est pas bon. Pour l'homme. Pas bon pour la souris non plus. Mais on n'avait pas fait d'essai chez l'animal. Donc l'opinion publique américaine, la presse américaine a dit, soyons sérieux, nous sommes un pays civilisé, donc nous allons maintenant avoir une agence qui s'appelle la FDA, qui va s'appeler la FDA, la Food Drug Administration, qui va surveiller tout ça et exiger que pour les nouveaux médicaments, il y ait des essais chez l'animal. On démarre en 1937 aux États-Unis avec une législation très précise sur les essais sur les animaux. Alors, juste pour l'historique du sulfamide, avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, les premiers produits à activité antibactérienne, c'était les sulfamides, et il a fallu attendre la production industrielle de la pénicilline pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis l'arrivée de la streptomycine et tout l'arsenal des antibiotiques pour oublier que les bactéries posaient de sérieux problèmes il y a plus de 70 ans. Voilà. Donc ça, c'est Trefuel était le monsieur qui a fait les premières études de pharmacocinétique. Mais je ne vais pas vous embêter avec la chimie aujourd'hui et la chimie thérapeutique. Je vais passer à autre chose. 1937, création de la FDA aux États-Unis. 1938, c'est l'acte qui a été voté par le Congrès. Et beaucoup de pays s'alignent sur cette nouvelle législation américaine, sauf un, l'Allemagne. Oh. Alors l'Allemagne, tout le monde se souvient que l'année 1933 a été une année charnière. L'année où on passe d'un moment où il y a un régime démocratique, on rentre en janvier 1933 avec un pseudo-régime démocratique, on termine l'année 1933 avec une dictature. L'année 1933 pour l'Allemagne n'a pas été une bonne année. Pas été une bonne année du tout, mais il y a une loi que tout le monde a oubliée. Dans le droit allemand, actuellement, ils n'existent pas. C'est que le parti nazi a fait voter une loi contre l'utilisation des animaux de laboratoire en 1933. Alors, il faut oublier ça parce que c'est pas très chic de rappeler ça actuellement, parce qu'on est en Europe, on est hautement civilisé et on n'a pas envie de raconter. Alors, j'ai testé cette idée-là, rappelé cette idée-là avec quelques parlementaires du Parlement européen. Je les ai prévenus, j'ai dit il faut regarder ce qui se passe dans le passé. Et voilà une belle image que vous pourrez retrouver sur Internet. Il y a tout sur Internet. Les bêtises et puis des choses intéressantes. Alors, ça c'est une caricature. Vous voyez ce journal, c'est ce journal-là qui a disparu. En septembre 1933, c'était pendant ses derniers numéros. Après, je pense que toute la rédaction a dû partir quelque part. Voilà. Alors, ce sont des animaux de laboratoire, vivisection verboten. Voilà, la loi, c'est le Reichstierschutz-Gesetz. Mon allemand n'est pas terrible, enfin, excusez-moi, pour les germanophones de la salle. Mais voilà. Alors,
C'est le Reich Animal Protection Act. Cette loi extraordinaire interdit l'utilisation des animaux de laboratoire pour tester des candidats aux médicaments. Il y a un certain nombre d'universitaires dans les facultés de médecine qui disent « mais comment va-t-on faire si on ne peut plus utiliser les animaux de laboratoire ?» Hein? Vous commencez déjà à vous souvenir de ce qui s'est passé après. Voilà. Alors, cette caricature est intéressante parce que les animaux de laboratoire sont reconnaissants à Hermann Göring qui a signé cette loi. Il était ministre d'Hitler et vous voyez, il est là, il fait le salut nazi et les animaux font le salut nazi. Reconnaissant à Hermann Göring. Alors, on déroule l'histoire. On est en 1933, on ne peut plus rien faire sur les animaux. Vous savez ce qui s'est passé. Il y a des médecins nazis qui ont fait des essais sur l'homme. Les souris ont été sauvées. Je vais donner l'exemple de Mengele, qui est le plus célèbre des médecins nazis, étant donné qu'il était médecin-chef à Auschwitz. Et c'est un professeur, un docteur de médecine, sérieux, cum laude, à l'université de Munich en 1933. Donc lui, il a vécu la loi Göring de 38, il a eu son doctorat de médecine. Donc il a été éduqué avec la loi Göring, pas d'utilisation d'animaux de laboratoire. Et en brave médecin nazi obéissant, si on n'utilise pas les animaux, on fait des tests chez l'homme. Et comme il était sérieux, il prenait des jumeaux. Un comme témoin et l'autre pour voir ce qui se passait. Voilà. Alors bon, il y a eu Nuremberg, il y a eu le procès à Auschwitz, le procès à Cracovie, tous les dignitaires du camp d'Auschwitz. Et depuis Nuremberg, on considère tout de même que les pratiques des médecins nazis ne sont pas tolérables, les crimes contre l'humanité. Bon. Il s'est échappé, il est passé, il a vécu, il s'est noyé en plus, il ne savait pas nager comme il faut. Donc on a une réglementation pour les candidats médicaments, qui est, dans l'origine, c'est les histoires de protoxide et d'antigènes. Et puis on a ces gens qui actuellement vous disent, il faut sauver les souris, il ne faut pas utiliser de souris, ni de rats, ni de lapins, rien, pas d'animaux. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comment on va y avoir les paramètres toxicologiques ou pharmacologiques avant d'aller chez l'homme? Alors il y a la théorie moderne, c'est de dire on va... je vais tout de même raconter, parce que ça aussi, on n'a pas testé chez le bon animal. La thalidomide. Avant de passer tout de même à l'avenir, la thalidomide. Voilà une molécule qui a été la pilule magique. Une société allemande, la société Grünenthal, avait décidé que ça guérissait tout. L'anxiété, les insomnies et les nausées du matin chez les femmes enceintes. Je l'ai mis en bleu parce que cette chose-là, c'était terrible. Cette molécule est tératogène. Elle est puissamment tératogène. Ça veut dire qu'il y a eu 10 000 enfants qui sont nés des morts de formation dramatique. On est dans les années 1955, 1960. Voilà, la thalidomide. Et pourquoi on a raté la thalidomide? Parce qu'on a fait des essais tératogènes uniquement chez la souris. Le lapin est sensible, point de vue effet tératogène, à la thalidomide. Ce qui fait que maintenant, quand on redemande un dossier de préclinique sur une molécule qui va aller en clinique humaine, on dit combien d'essais au point de vue tératogène, combien d'espèces. Les gens disent souris, lapin, et peut-être une troisième espèce. De façon à être sûr qu'il n'y ait pas d'effet tératogène sur la molécule. Personne n'a envie de retrouver les histoires de la thalidomide. Donc voilà la raison de plus pour avoir des tests de molécules chez les animaux avant d'aller en clinique. Voilà, alors, et un certain nombre d'organisations gouvernementales disent que ça fait beaucoup d'animaux utilisés, 100 millions d'animaux utilisés chaque année en Europe. 93% de ces 100 millions ont des souris. Parce que dans le même temps, la législation européenne est très stricte pour tous les produits chimiques. La législation REACH qui est en place
vous devez prouver qu'il n'y a pas d'activité toxicologique. Donc la première chose que vous faites, c'est des études chez les animaux. Donc il y a une contradiction extraordinaire actuellement à l'intérieur du Parlement européen, c'est de dire qu'il faut tester tous les produits sur les animaux pour voir s'ils ne sont pas toxiques, et en même temps, la schizophrénie du parlementaire européen est telle que dans la même séance ou le lendemain, il veut discuter d'une loi pour abolir l'utilisation des animaux en Europe. Donc, il y a des contradictions qui sont tout de même assez graves. Je rappelle que l'utilisation des primates, qui avait été largement discutée il y a une vingtaine d'années, est strictement contrôlée en Europe et réservée à des cas très précis, en particulier les candidats vaccins, parce que l'immunologie de la souris et l'immunologie du lapin n'est pas tout à fait la même que chez l'homme. Donc, pour des candidats vaccins, on fait aussi des essais de sécurité chez les primates dans des conditions encadrées par des comités d'éthique. Je vous donne un chiffre. Il y a 189 000 associations pour la défense des animaux dans le monde. Des sites web merveilleux et vous expliquent qu'il ne faut surtout pas utiliser des animaux pour tester des molécules. Les arguments sont simples, sont développés, vous savez, la toxicité doit être évaluée sur cellules, in vitro. Et l'informatique, big data. On est dans un monde où on dit que les big data vont sauver le monde. Les big data sont là pour faire de la pharmacologie in silico et de la toxicologie in silico, et on n'aura plus besoin de rien. Et puis après, il y a aussi des gens qui disent qu'on a assez de molécules pour se débrouiller. Et je pense que tout le monde aimerait bien avoir une molécule efficace pour traiter la maladie d'Alzheimer. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, on est dans cette situation-là, et je pense que aller de la cellule à l'homme, il y a vraiment un grand chemin à parcourir. Une cellule, c'est pas grand-chose. Chez l'homme, il y a 2 millions de protéines. Ces protéines sont organisées dans à peu près 10 000 milliards de cellules. Donc si vous voulez modéliser in silico l'interaction d'une molécule avec cet ensemble biologique complexe qui est un corps humain, ça fait beaucoup de paramètres. En chimie théorique, on a eu beaucoup de mal à modéliser des molécules qui contiennent 50 atomes. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer, une molécule 50 atomes interagissant avec un petit morceau de DNA et 10 nucléotides, c'est une nuit de calcul sur le supercalculateur de Météo France à Toulouse. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, comme vous voyez qu'il y a 10 milliards dessus, ça fait beaucoup de paramètres, parce que ça, c'est le nombre de paramètres par cellule, mais il faut revenir à l'atome. Alors, on est dans des milliards de paramètres, et là, il n'y a plus d'ordinateurs, même les super-ordinateurs moléculaires du futur, qui géreront tous ces paramètres. Donc, je pense que c'est une escroquerie intellectuelle de faire croire aux gens qu'avec le pharmacologie et toxicologie in vitro, on va résoudre tous les problèmes et nous pourrons nous dispenser des animaux de laboratoire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Il est 46, j'ai commencé il y a 46 minutes. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas trop choqué les représentants des associations de défense des animaux de laboratoire. Voilà. Il va y avoir plein de questions. 1, 2, 3, voilà, c'est prêt. Non, tout était clair. Je vous remercie d'abord parce que je suis rassurée, parce que je suis venue un peu à reculons, parce que moi le bon sens ça m'énerve. Donc pour moi c'était un effort, je me suis dit bon. Que peux-tu raconter sur le bon sens? Les affirmations du type Dupuis, hein, nous ne faisons pas ce que nous savons, ça m'interroge peut-être un peu plus que le bon sens, surtout historiquement, ou Montesquieu, etc. Il est quand même dans un monde un peu moins complexe. Bon, peu importe. Mais par contre, moi je voudrais vous poser vraiment une question. Alors c'est vrai qu'on est dans le cadre du présidentiel. Vous posez quand même oui, non mais vous en avez parlé. Une diapositive. mais parce que effectivement il y a des échanges
qui, par rapport, enfin, on parle de fiction, les gens n'ont rien à voir avec le réel, on utilise des termes, et qui, à mon avis, ne relèvent pas et du bon sens, ni même d'une sophistication de raisonnement, mais pourquoi, en fait, est-on dans des idéologies tous, finalement, qui nous tétanisent par rapport à des tas de problèmes. Mais pourquoi choisit-on souvent la meilleure solution? Moi, je me suis disputée avec mon médecin de quartier, mon pharmacien de quartier, qui avait mis en haut de sa pharmacie tous ses produits sont naturels. Et je lui ai dit, oui, pourquoi? Vous vendez de la ciguë aussi, directement? Ça serait une bonne idée. Parce que quand même, c'est des toxicologues, a priori. Et pourquoi? On le sait, enfin, je veux dire, les gens sont pas idiots. Alors, justement, je trouve que, bon, à la limite, je ne sais pas ce qu'est le bon sens ou pas le bon sens, mais qu'est-ce qui fait que, idéologiquement, vous faisiez allusion à ces stars qui nous vendent, etc. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'idéologiquement, on n'est pas capable, on n'est plus capable, je ne sais pas si on l'a été d'ailleurs, l'espèce humaine actuellement n'est pas capable d'endosser un raisonnement qui s'échappe de grandes tendances dans lesquelles on est enfermé, quoi. Ça, c'est une vraie question pour moi. Hein. C'est une question, je n'ai pas de réponse, j'ai juste un sentiment. C'est qu'on est dans le monde de l'image. Et dans le monde de l'image, vous êtes pris par l'émotion et vous réfléchissez plus. L'image, c'est une émotion. Quand je fais voir mon image avec Göring et salvant les lapins nazis, je vous assurer que j'ai un député autrichien qui m'a dit oui, c'est violent. Oui, c'est violent. Je me suis dit, moi, si je raconte ça au Parlement européen avec mes autres collègues allemands, ça va être violent. C'est pourtant ça. Donc, les images, c'est très émotionnel. Donc là, j'ai utilisé une seule image, les deux sur le livre et tout ça. Le reste, c'est du texte. Dans le texte, on est censé raisonner beaucoup plus. Quand on est dans un monde d'images, vous raisonnez beaucoup moins. La bonne propagande, le post-truth, post-vérité, c'est la flux d'images. Si vous bombardez les gens suffisamment avec des images, vous les emmenez dans un monde qui n'est plus le monde où on raisonne. Si on vous dit qu'il faut dépenser 450 milliards avec une succession d'images sur ceci, sur cela, la pauvreté, vous dites, bah oui, il faut. Sauf que bon, c'est pas possible, mais après, il faut raisonner. Et dans le monde moderne éducatif, j'ai beaucoup discuté avec les gens du ministère de l'Éducation nationale, parce que je suis tout de même un peu effrayé de voir et la fréquentation des membres des cabinets ministériels, de voir que les raisonnements, les calculs, les ordres de grandeur ont totalement disparu. Alors la filière de notre élite, elle est simple. Sciences Po, rue Saint-Guillaume, ENA, cabinet ministériel. Groupe industriel, CAC 40. Là, c'est pareil. Alors, ce qui leur pose problème, parce que quand ils arrivent dans un groupe du CAC 40, mais ils disent que la dernière ligne du bilan de la société, ça va. Mais on a ce problème-là. C'est des gens qui ne raisonnent plus, parce que vous êtes, quand vous regardez les cours de Sciences Po actuellement, j'espère qu'il n'y a pas des anciens de Sciences Po dans la salle, les raisonnements scientifiques, ça n'existe plus. Les ordres de grandeur, les chiffres significatifs, des choses, ça n'existe pas. Donc vous avez une idéologie douce, on peut l'appeler comme ça, c'est une déconnexion de la réalité. N'importe quel paysan, jusqu'en 1950, quand il n'y avait pas de tracteur, savait qu'un cheval, avec une charrue, il ne pouvait pas faire 10 hectares à la journée. Maintenant, avec un tracteur puissant, on fait 10 hectares à la journée. Oui, mais le tracteur, 300 chevaux, 8 soldes de filet, c'est pas tout à fait la même chose que la charrue, il fallait traîner avec. Et ça, discuter avec des gens du ministère de l'Agriculture, combien il faut de paysans en France pour cultiver. Ils ne savent pas. Ben, actuellement, on est un agriculteur pour 70-80 hectares. Et dans 10 ans, au rythme où ils disparaissent, que la biodiversité des fleurs, on s'en occupe, mais la disparition des agriculteurs en France, on ne s'en occupe pas. Eh bien, on aura un agriculteur pour 100, 200 ou 300 hectares. Donc il y a un moment où ça va être limite du système. On n'aura pas un agriculteur pour 1000 hectares. Donc il faudra peut-être penser à remettre des agriculteurs dans les campagnes, pas que des tracteurs. Donc, mais tous ces raisonnements-là disparaissent. Et donc dans cette campagne actuellement,
vous n'avez jamais de débat sur la réalité. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir un déficit de la sécurité sociale qui fait que chaque année, on dit on met ça dans une caisse, et puis c'est des petits-enfants qui paieront. Moi, je trouve que c'est pas raisonnable, mais bon, il y a peu de personnes qui trouvent que c'est pas raisonnable. Les gens sont habitués. Comme ça. Donc, le bon sens, je ne sais pas. Enfin, je crois qu'on est dans un monde émotionnel et on n'arrive pas à faire ça. Je ne souhaite pas que le premier médecin qui a injecté un médicament qui n'aura pas été testé chez l'homme en 2025 ou 2030, parce que la législation européenne sur l'interdiction des animaux laboratoires, ce médecin-là, il sera dans la situation de Mengele, et alors si il est dans un régime dictatorial, il obéira, parce que sinon il ira ailleurs. Mais si on est à l'époque dans un régime encore démocratique, il aura quand même des soucis à se faire. Donc moi je pense que ça. Et je vais, mon argumentaire, vous avez compris que je le rôde, parce que je suis préparé pour l'année prochaine à aller affronter le Parlement européen. Donc dire, n'hésitez pas, la nouvelle loi européenne, faites de la transcription, traduction de l'anglais de la loi allemande de 1933. Il suffira de la faire en français et en italien, en allemand et en anglais. Parce que là, je pense qu'il faut tout de même, à un moment donné, dire non. Voilà, non à la bêtise. Deux choses que je voulais dire. La première, c'est que je suis né en 1933. Bonne année. Et la deuxième, demander à tous ceux, nous envoyons l'information sur les conférences à un fichier qui contient plus de 2000 noms, mais peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui voudraient être dans ce fichier et qui n'y sont pas. À cet effet, j'ai laissé une page blanche avec un crayon, ils pourront s'y inscrire tout à l'heure. Et je porte le micro. Vous votre réponse, voir les annonces des conférences. Alors, qui a une question à poser? Le bon sens. Oui. Avec les exemples que vous avez exposés, comment peut-on expliquer qu'à ce jour, on soit envahi de molécules nocives pour l'homme? Je ne suis pas spécialement écologiste et je ne suis pas du tout chimiste. Mais je suis citoyen, je suis plutôt physicien. Mais en l'occurrence, c'est inimaginable. Les biberons, je ne sais trop quoi, les pesticides, n'en parlons pas. Comment en est-on arrivé là? Alors, il y a le programme REACH, et ce programme REACH, il reprend les antécédents je dirais, de molécules qui sont douteuses. Ce serait l'objet d'une autre conférence. Mais je vais tout de même vous donner deux choses. La toxicité d'un produit, elle est... Il faut la remettre dans le contexte. Le DDT, c'est terrible. Le DDT, perturbateur endocrinien, les moustiques ont droit à vivre, il faut arrêter les insecticides. Respecter les moustiques. Quand vous êtes ici, il n'y a pas le palu, il n'y a pas un certain nombre de choses, il n'y a pas le virus de Nil, il n'y a pas le chikungunya. Tout ça, c'est bien. Bon. Quand est-ce qu'on a utilisé le DDT pour la première fois? Un insecticide puissant. L'armée américaine avait des GIs dans la guerre du Pacifique. Un GI sur deux mourait de maladies tropicales transmises par les moustiques. Le premier tueur, ce n'était pas le soldat japonais qui était en face, c'était le moustique. Bien. Ça, c'est le contexte. L'armée américaine arrive à Naples. Épidémie de typhus terrible. On a utilisé les produits pour éviter. Donc on est dans un contexte où on avait réussi à faire baisser le paludisme dans les années 1950-55 en éliminant les moustiques. Voilà. Un vecteur disparaissait, on avait une perte. Le problème de DDT, c'est qu'après, on l'a utilisé de manière massive, en trop grosse quantité. C'est bon contre les moustiques, et c'est ceci et c'est ça. Et l'homme n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que vous avez une utilisation d'excès. Et puis il y avait un autre produit,
un autre problème qu'on n'avait pas vu à l'époque, qu'on n'avait pas pu voir. Mais entre les millions de morts dus au paludisme et le fait que les gens avaient assez de voir arriver les cercueils qui retournaient des jeunes djihadistes de l'armée américaine parce qu'ils étaient non pas morts sous les balles et les obus de l'armée japonaise, mais parce qu'ils avaient eu le palu, donc on a fait quelque chose. Il n'est pas biodégradable. Ah, donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pas d'insecticides, laissons les moustiques revenir. Encore un effort, et on aura du palu en France. Ça existait. Le dernier cas de palu endogène, c'est dans la plaine d'Aléria en 1974. Pas si vieux que ça. Ça va revenir. Revenons avec des moustiques, un petit peu de personnes infectées, et ainsi de suite. Pourquoi pas? C'est très naturel, en plus. Ou alors, il y a une autre option, qui est la mienne, c'est de dire qu'il serait bon d'avoir des insecticides peu toxiques et biodégradables. Voilà. Le chikungunya, la dernière épidémie à La Réunion, c'est 250 morts. J'ai eu l'occasion d'interviewer le sous-préfet qui était en charge d'une partie de l'île avec le chikungunya. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le chikungunya à La Réunion? On n'a rien pour traiter le chikungunya. Pas de vaccin, pas de médicaments. Qu'est-ce qu'on fait? On sort les insecticides et on tue les moustiques. Effondrement de la population de moustiques, plus de transmission, plus de chikungunya. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 15 ans, pendant l'épidémie de chikungunya à La Réunion? Des réunions. Des réunions, pas tel insecticide, pas tel insecticide. Alors, en général, c'est des réunions à Paris, il n'y avait pas de chikungunya. Quand vous êtes en dehors du problème, c'est beaucoup plus facile de discuter du problème. Pas de ceci, pas de cela. Et le sous-préfet et le préfet disent, bon, on est à 10, 20, 30, 40, 50 morts. Donc il y a eu des échanges avec le ministère de la Santé, du style, on est autorisé jusqu'à combien de morts avant de sortir les insecticides? En métropole, les gens auraient pu attendre 2 ans, 3 ans, faire une conférence, 4 colloques, et réfléchir, mais à La Réunion, alors on a sorti les insecticides. On s'est aperçu en plus qu'il n'y avait plus personne qui osait manipuler les insecticides. C'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'on a fait à La Réunion? Il a fallu tout de même des gens pour mettre des insecticides dans les piscines où les gens avaient des nénuphars et des moustiques. Et tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir 2 régiments de métropole. Alors, les régiments sont arrivés, les officiers ont quadrillé le terrain, ils ont dit, voyez, c'est toxique, il faut venir l'armée. Mais avant, c'était des gens normaux qui faisaient ça. Donc, c'est un débat compliqué. Le tout naturel, je suis d'accord, mais le tout naturel, avant la chimie, il a existé ce tout naturel. La chimie, c'est Lavoisier. Donc, un des premiers responsables du développement de la chimie, c'est Lavoisier. On lui a coupé la tête, pas parce qu'il était chimiste, mais on lui a coupé la tête. Et donc, on va prendre la belle époque du tout naturel, 1750. Espérance de vie en France, 33 ans. Pas de cancer, pas de maladie d'Alzheimer, pas de rien. Les gens mouraient en moyenne à 33 ans. Ils n'avaient pas de problème de cancer induit par les perturbateurs endocriniens, des gens comme ça, tous ces méchants produits. Il n'y avait pas de produits chimiques. Il y avait des produits naturels, parce que les empoisonneuses voisins avaient tout de même utilisé quelques produits très naturels pour empoisonner les gens. On savait faire ça. Dans l'arsenal des produits naturels, je peux vous assurer, il y a de quoi tuer l'humanité. Il y a quelques toxines. Si vous faites des conserves qui ne sont pas bien, c'est des toxines botuliques, ça tue du monde. Tout ça, c'est naturel. En 1750, il n'y avait pas d'Alzheimer. Non, ben les gens à 33 ans, il n'y avait pas d'Alzheimer. Voilà. Ah oui, c'est une façon de guérir l'Alzheimer, c'est grave. Voilà, l'Alzheimer sporadique, c'est à partir de 75-80 ans, et effectivement, à partir du moment, j'ai une diapositive, c'est classique. Je rappelle qu'en 1947, l'espérance de vie d'un homme était de 63 ans, que les retraites étaient à 65 ans, et donc les gens mouraient pratiquement avant la retraite. Les caisses de retraite n'avaient pas de problème, et il n'y avait pas de maladie d'Alzheimer. Donc nous avons des ennuis, il nous faut trouver des produits chimiques un peu moins toxiques, mais dire aux gens que nous allons vivre dans un univers où il n'y aura pas de produits chimiques, pas d'ondes magnétiques qui vont nous donner un cancer, une tumeur au cerveau parce que c'est ça, rien. Pas d'organismes génétiquement modifiés, le riz doré qui permettrait aux enfants qui ont des déficiences en vitamine B pourraient avoir, mais c'est pas bon non plus. Donc, pas d'OGM, pas de nucléaire. Bon,
du renouvelable, pas de chimie, et ça va être intéressant à vivre cette époque-là. Ça va être pas du magnifique. bon sens de défendre l'énergie nucléaire et d'attaquer les énergies renouvelables, parce que je vois que vous les avez introduits là, vous n'avez pas Non, c'est une plaisanterie. d'exemple. C'est une Je ne suis plaisanterie. pas sûr que ce soit une plaisanterie. À mon avis, je ne sais pas prolonger, mais ça fait partie d'une certaine idéologie. Je ne vois pas du tout le rapport que ça a avec le bon sens. Je pense qu'il y a des conflits scientifiques réels. Les écologistes qui sont très certainement abusifs ne se sont jamais appuyés sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. À ma connaissance, il y a peut-être quelques fous, mais enfin, pour l'essentiel, leurs excès propagandistes ne s'appuient pas là-dessus. Donc, vous leur prêtez des pensées un peu excessives. Non, j'ai lu. Pour mieux combattre un ennemi, on l'accuse de la rage. Non, j'ai lu. Vous savez, il y a un comité qui s'appelle le comité Négawatt, qui est un comité très antinucléaire, et qui vous explique qu'en 2030, la France peut se dispenser du nucléaire. Disez-le, c'est très bien fait, c'est des présentations profondes magnifiques, mais c'est juste pas très réaliste au point de vue objectif. Ah non, mais Voilà. Ce que l'on peut espérer, c'est se débarrasser du vieux nucléaire. Ça, on peut espérer ça. Et on peut espérer avoir des versions de nucléaire où il y ait beaucoup moins de déchets. Et l'objectif des scientifiques du milieu du XXIe siècle, comme l'humanité grossit chaque année, il y a un peu plus de monde sur la Terre. On va arriver à 9 milliards. Tout le monde veut consommer de l'énergie au moins au niveau de la moyenne de l'européen. Le vent ne suffira pas et les panneaux solaires ne suffiront pas. Donc il nous faudra d'autres sources d'énergie. Et je pense que les scientifiques, les physiciens qui s'intéressent à la physique de l'atome, il y aura de grands programmes dans le monde en 2050 pour s'intéresser à un nucléaire dont l'objectif sera de produire zéro déchet. Et c'est un défi scientifique tout à fait intéressant. Et une autre question, une autre de vos affirmations que je trouve un peu déplacée, c'est les attaques contre les énarques, etc. etc. D'abord, leur formation scientifique est plus importante qu'à une certaine époque. Oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup plus de HEC parmi les énarques qu'il y en avait il y a 50 ans. Or, HEC a une formation scientifique et mathématique et statistique relativement solide, en tout cas plus qu'à 50 ans quand ils étaient formés à la Sorbonne. Donc c'est un peu démagogique, à mon avis, de faire blablater sur des énarques. Le problème, à mon avis, et là je suis complètement d'accord avec vous, ce sont des conflits d'intérêt où des gens... C'est simple, ça c'est facile à dire. Je vais vous dire, les énarques, avec Philippe Taquet, qui m'a précédé comme président de l'Académie des sciences, on a écrit à la directrice de l'ENA pour lui demander tout de même de prévoir dans le parcours de l'énarque moyen quelques interactions avec des scientifiques. La réponse a été précise. Nous n'avons pas besoin d'interaction avec le monde scientifique, sous la signature de la directrice actuelle de l'ENA. Merci. Bon. Alors j'ai des sources, hein, comme on dit. Voilà. Je pense que l'école de la magistrature aurait besoin d'interagir avec les scientifiques. Eh bien, la réponse du directeur de l'école de la magistrature, je vais vous la donner. 3 lignes. Le directeur de l'école de magistrature, répondant au président de l'Académie des sciences, petit D grand D pour le directeur, grand E pour école de magistrature avec grand L, au président petit P de l'Académie petit A avec un S petit A. Voilà. J'ai les sources, comme on dit. Croyez-moi, je peux me permettre des plaisanteries parce que je les ai fait en direct avec des énarques. Quand j'ai envie de titiller un inspecteur des finances sur le déficit budgétaire de la France, je lui dis directement comme je vous parle. Et en général, il me dit que mon système est intéressant. Il ne me dit pas que j'ai tort. Il me dit que c'est intéressant, mais c'est un paramètre que nous n'avons pas étudié, parce qu'un énarque sait tout de même éliminer les arguments. Le grand oral de l'ENA, c'est quelque chose tout de même. C'est une formation. Voilà. J'avais une petite question sur les aliments. Je vais commencer par... Je m'aperçois que le préfet peut exiger qu'on abatte 200 000 pour une idée, mais refuse une battue qui va tuer 40 pigeons qui restent une toiture, parce que ça fait un problème énorme. Mais il y a une dissonance. Mais je pense quand même, de façon générale, ces dissonances viennent d'une attitude que nous avons, c'est que les contraintes administratives
vise à faire une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Et un petit peu dans ce que vous dites, le bon sens, ça serait l'obligation de résultat. Et les serments, ça serait des obligations de moyens qui permettent de se couvrir vis-à-vis de beaucoup de choses, mais qui finalement arrivent à des situations totalement ridicules. Pour les pigeons, on a eu tout de même une période où discrètement on en a éliminé, sans le dire à la population. Et quand il y avait H1N1, vous vous souvenez de la vaccination? Oui, mais je me réfère à ça. À ce moment-là, on a éliminé un peu de pigeons. Si. Le préfet, moi je peux vous montrer. Voilà. À toutes les préfectures. Il y a des endroits. C'est le procureur de la République. Je vais vous donner un exemple. Là, le procureur de la République de Montauban. Non, mais la salle de table est montée. Il y a eu un moment où on a éliminé quelques pigeons parce qu'on avait peur que le pigeon transmette. Mais on n'a plus peur parce qu'il suffit d'un filet aux animaux pour qu'ils ne soient pas contaminés. Ah non. Et d'abord, on fait attention à voir, quand tu fais une vision à l'école de la magistrature, tu vas te retrouver sur le mur des ponts. C'est un risque. Peut-être que j'y suis déjà. D'autres questions sur le bon sens? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des milieux scientifiques qui acceptent finalement une évolution budgétaire qui n'arrête pas de croître et qui est la coproduction de résultats avec des tas d'industries privées, c'est clair. Les budgets, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais il fallait manifester que 50% étaient fournis par l'extérieur pour avoir 50% de recherche publique. On ne sait plus ce qu'il y a dans le mot recherche. Là aussi, la sémantique dérive. Qu'est-ce que la recherche aujourd'hui? C'est une question qu'on peut poser, non? On n'est plus à la loisir. Et est-ce qu'il n'y a pas toute cette, là aussi, toute une argumentation à développer auprès des scientifiques pour savoir où ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont, bon, effectivement, c'est des grands mots, mais un peu au service de l'humanité et dans des stratégies de progrès qui sont d'ailleurs par ailleurs raisonnables, parce que sauf à dire on ne sera pas 9 milliards, on les tuera à 33 ans comme avant, mais on les tuera, ça ira plus vite, comme ça ils n'auront pas besoin d'attendre. Bon, mais sauf à raisonner comme ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même des prises de position à avoir? Moi je suis très frappée, la recherche aujourd'hui, budgétairement et financièrement, dérive, elle dérive aussi en termes je ne sais pas, elle dérive aussi en termes donc, de définition même. Donc, est-ce que le mec qui fait dans un petit labo pour beaucoup d'argent le dernier cosmétique, et puis ce que faisait Pasteur ou Lambadier, est-ce que quand même ce sont des choses qu'on peut convoquer dans un... C'est un débat extrêmement intéressant et vous savez, comme moi, que chaque corporation, scientifique c'est une corporation, ont beaucoup de mal à discuter eux-mêmes de ce qu'est l'évolution de la recherche. Vous pouvez discuter sur des budgets. Il y a des budgets colossaux qui sont utilisés pour faire un certain nombre de choses. Donc vous pouvez vous dire, est-ce que c'est utile ou pas utile? Le slogan du scientifique, ce sera de dire il nous faut plus de recherche, plus de chercheurs, plus de budget, et après tout ira bien. Et on sent bien que c'est pas ça, un peu plus compliqué. Et donc, oui, les chercheurs peuvent essayer de discuter. Alors, il y a un autre point sur lequel moi j'ai arrêté de culpabiliser, c'est que pendant très longtemps, je me suis dit, il faut expliquer aux journalistes, notre métier, ça va marcher, ainsi de suite. Et là, c'est difficile, parce que là, vraiment, il y a un certain nombre de journalistes, des écoles de journalisme, parce qu'on écrit à l'Académie des sciences, non seulement à l'ENA, non seulement à l'école de magistrature, on écrit aussi dans les écoles de journalisme. Les écoles de journalisme, ils n'aiment pas la science non plus. 2 plus égale 4, le relativisme cognitif vous explique que 2 plus 2 peut être égal à 4. Mais on n'en est pas complètement sûr. Et que ces scientifiques et mathématiciens qui veulent que 2 plus 2 égale 4, ce sont des esprits simples qui n'ont pas compris le monde. Donc, vous essayez d'interagir avec les écoles de journalisme. Très difficile.
Vous avez actuellement sur les grands journaux parisiens non seulement une difficulté à communiquer, vous avez des journalistes qui disent « vous ne représentez que la science officielle ». C'est difficile. Donc moi, j'ai arrêté de culpabiliser sur les journalistes. Je pense que les journalistes français en particulier ont beaucoup plus de difficultés que les journalistes des journaux anglo-saxons à dialoguer avec le monde scientifique. Mais à l'intérieur du monde scientifique, sur par exemple la toxicologie et ainsi de suite, vous avez des gens qui vont vous expliquer, mes amis informaticiens, certains informaticiens vont vous dire, mais avec les big data, avec les ordinateurs, tous ces petits problèmes vont être résolus avec des calculs. Alors j'écoute Gérard Berry, qui est un de nos meilleurs informaticiens, professeur au Collège de France. Il me dit, Bernard, tu sais, il faut se méfier, parce que tous mes amis ils disent que tout va être réglé par les ordinateurs, mais soyons sérieux. Est-ce qu'un ordinateur est capable de rigoler d'une blague qu'on ne lui aura pas appris la veille? Non. C'est la limite. Le cerveau humain est capable de faire ça, et l'ordinateur n'est pas capable de le faire. Donc faire croire actuellement qu'on est dans le lobby informatique, qui est un lobby puissant, comme le lobby des chimistes a été un lobby puissant, plus maintenant, comme le lobby de la physique nucléaire a été puissant, plus maintenant, avec les histoires que l'on a sur le nucléaire, on sent bien qu'il y a des failles. Et ça, c'est comme le lobby des sociologues est puissant en France. Donc chaque communauté a un peu tendance à défendre son précaré, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais je suis d'accord avec les filles auraient besoin de réfléchir sur leur rôle social et est-ce qu'on est obligé d'avoir autant d'argent pour faire des expériences parfois pas très intéressantes. Bonsoir. Excusez-moi, vous aviez terminé? Oui, j'ai terminé. Bonsoir, monsieur. Merci pour cette conférence. Est-ce qu'on peut envisager d'introduire dans les études secondaires, par exemple, quelques rudiments sur la perception des risques, sur les équilibres bénéfices-risques? Parce que j'ai l'impression que ce point est vraiment très mal compris, en particulier en France. Pas dans les sociétés anglo-saxonnes, mais en France, je crois qu'il y a. Et donc, tant que ce problème n'est pas réglé, ça donne des dialogues de sourds parfois. Tout à fait d'accord. Et parfois aussi, maintenant, il commence à être sensibilisé, le public, en disant que le zéro risque n'existe pas, mais entre le 0 et le 1, il y a beaucoup encore. Non, mais on est dans un système. Non, mais le drame, c'est qu'effectivement, la notion de bénéfice-risque, elle existe. Elle est très difficile à faire passer actuellement. Parce qu'on est dans une époque où on est en système binaire. Entre 0 et 100, il y a des graduations, et on est en train de discuter 0 ou 100. À chaque fois. Donc, je ne vais pas anticiper sur Marchou avec le vaccin pour l'hépatite B. C'était en place. Marchou vous expliquera ça. On peut supprimer le vaccin sur le tétanos pour voir arriver le tétanos. On peut supprimer le vaccin sur la polio pour voir le retour de la polio. Et on peut peut-être déclarer que dans certains cas, il y a des problèmes avec les vaccinations. Est-ce qu'il faut de l'aluminium comme adjuvant? Il faut de nouveaux adjuvants. Voilà. Le système n'est pas binaire. Et on est dans une époque, en France, où c'est 0 ou 1. 0 ou 100. Et la notion de bénéfice-risque, elle est la plus difficile à faire passer actuellement. Dans le même ordre d'idée, il y a un précepte actuellement qui fait florès un petit peu, c'est le principe de précaution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Le principe de précaution, l'Académie des sciences a milité contre l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. En fait, c'est dans la périphérie de la Constitution. Il faut réserver les modifications de la Constitution pour des choses sérieuses. On ne modifie pas la Constitution d'un pays pour suivre une époque, une mode ou quelque chose. Il faut prendre des précautions. Il ne faut pas inscrire le principe de précaution tel qu'il a été fait, parce que c'est un principe qui bloque tout actuellement et qui fait que l'innovation
pour un certain nombre de choses, les gens ont plutôt tendance à dire on ne le fera pas. Donc, on a perdu la bataille autour du président de la République qui était en charge à l'époque de la révision de la Constitution. Parce que ce président de la République, il avait un entourage qui était extrêmement favorable au principe de précaution et tous les avis des académies ont perdu. On a perdu. On n'est pas écouté, vous savez. Ça n'intéresse personne. Si je n'ai pas d'autres questions, j'aurais complété pour, puisque la France se distingue de beaucoup de pays par cette inscription du principe de précaution, est-ce qu'on a un résultat un petit peu chiffré de ce blocage qu'induit le principe de précaution en France, différencié avec des pays qui, eux, ont toute liberté? Alors, il y a un domaine, par exemple, sur lequel nous sommes maintenant, la France est totalement tirée, c'est les recherches sur les OGM. On est dans les essais sur les champs, il y a un laboratoire INRA qui travaillait sur des modifications génétiques sur des variétés de vignes pour éviter le virus du cournouet. Voilà. Dans non pas un champ à l'extérieur, mais dans un laboratoire INRA protégé, non ouvert au public, et où il n'y avait pas de risque de dissémination. Ils avaient reçu les autorisations de tous les comités raisonnables pour savoir ainsi de suite. Ils se sont fait envahir par des faucheurs qui ont fauché. En première instance, les faucheurs ont été condamnés. En deuxième instance, le président de la Cour d'appel de Colmar a dit la loi française n'est pas bien faite. Et moi, président de la Cour d'appel de Colmar, je considère que les faucheurs ont raison, ils nous protègent, au nom du principe de précaution. Donc, quand les présidents de la Cour d'appel de Colmar, c'est en cassation tout le monde, cette histoire-là, savoir si les présidents de Cour d'appel sont là pour exprimer leur opinion personnelle ou pour lire le droit. Parce que dans les états de droit, ce serait bien que les magistrats lisent le droit et n'expriment pas leur opinion personnelle. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est en cours de cassation, ça va traîner, on en aura pour 20 ans. Parce que ça implique un président de cour d'appel. Alors, j'avais une question concernant le réchauffement climatique. Il y a pas mal de débats. On a eu un ministre qui contestait, qui était un mouvement scientifique, qui contestait un certain nombre de sujets. Je pense quand même que les débats sont toujours ne serait-ce que pour faire avancer, si on peut dire, la réflexion, sont importants, qu'il n'y ait pas la pensée unique et qu'il y ait effectivement un débat. Je pense que ça, c'est le point essentiel. Donc, tout ce qui a été dit là sur l'analyse coût-bénéfice, sur aussi qu'il puisse y avoir des opinions divergentes sur un certain nombre de sujets, même si elles sont extrémistes, font avancer quand même des choses. Dans la mesure où il y a une pensée unique, quelle qu'elle soit, je pense que c'est défavorable. Même dans la science, on voit souvent la science progresse, parce qu'effectivement, il y a des débats entre les scientifiques. Donc, vous avez le sentiment que je défendais la pensée unique à un moment dans mes propos? Vous avez eu ce sentiment-là? Non, mais c'est... Quelquefois, on sent dans certains milieux, effectivement, un peu la pensée unique. Je pense sur les débats climatiques, il y a eu peut-être un certain nombre de gens qui avaient des pensées. Par exemple, une organisation comme Greenpeace, c'est un peu la pensée quand même. C'est une organisation qui a une pensée extrêmement... J'ai déjà dit assez de mal de Greenpeace sur le climat, excusez-moi. Le fait même qu'il y ait quand même une opposition assez forte à ce genre de choses fait progresser le débat. Par exemple, dans le domaine nucléaire, par exemple, je pense que ça a amélioré du coup la sécurité nucléaire. Même si je suis absolument pas d'accord avec ça. Vous avez fait allusion à quelqu'un qui est maintenant n'est plus en état pour défendre comme il l'avait fait avant ses réflexions scientifiques, tout à l'heure dans une situation difficile. Il y a d'autres personnes, vous pouvez interroger Vincent Courtillot si vous en avez envie. Valérie Lamotte a
avec Vincent Courtillon dans la même salle, c'est intéressant. Là, il y a un débat. Mais là, moi, sur le climat et le réchauffement climatique, mes compétences de chimiste ne me permettent pas de rentrer dans le débat. Si plus personne n'a de questions, de choses, de points à